sur le canal de l'Espérance Hope Channel RDC. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vous informer. La session de mi-année de l'Église adventiste du 7e jour du Congo-Ouest s'est tenue du 11 au 12 mai dernier à Kinshasa sous la direction de son représentant légal, le pasteur Grégoire Mbaya Mbaya. Pendant 2 jours, le responsable du département de la communication, de la gestion chrétienne de la vie, de la santé, de l'évangélisation, de la jeunesse ainsi que de l'éducation à travers la coordination des écoles ont présenté les avancées enregistrées durant les 6 premiers mois de l'année. Les échanges ont également porté sur la campagne médiatique One Voice 27, le projet sanitaire et les renforcements de la mission de l'Église dans l'ensemble du territoire de la mission. Suivez. Le comité de mi-année de l'Union du Congo-Ouest de l'Église adventiste du 7e jour s'est tenu en date du 11 au 12 mai 2026 au siège de l'Église adventiste au Congo situé au quartier Top Top Pigeon sur la route Matadi dans la commune de Ngaliema à Kinshasa. Pendant 2 jours, responsables ecclésiastiques, administratifs et directeurs des départements ont évalué l'évolution des activités missionnaires, spirituelles et organisationnelles de l'Église sous la conduite du président de l'Union du Congo-Ouest, le pasteur Grégoire Mbaya Mbaya. Lors de la première journée, le chargé de communication de l'Union, le pasteur Célestin Goudier, a présenté la vision ainsi que les avancées de la campagne médiatique One Voice 27, une initiative axée sur l'évangélisation à travers les médias et l'implication active de la jeunesse adventiste dans les cadres de la campagne médiatique prévue en 2027. One Voice 27 ou bien Une Voix 2027, c'est une initiative de l'Église adventiste du 7e jour qui est sur base de la parole de Dieu, notamment dans l'étude des prophéties bibliques, comme les prophéties de Daniel, le chapitre 8, verset 14, qui parle de 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Eh bien, cette prophétie va engendrer une autre qui se trouve en Daniel 9 et qui donne une chronologie d'événements qui devait précéder et aller aboutir jusqu'à l'avènement du Messie au 1er siècle. Et c'est comme ça que cette prophétie va indiquer clairement que en l'an 27, le Messie est arrivé et il a été baptisé, il a été oint dans le fleuve Jourdain. Alors maintenant, lorsque nous comptons à partir de l'an 27 de notre ère, c'est composé de jeunes. Et lorsque vous regardez dans notre pays, par exemple la RDC, on vous dit que la moyenne d'âge, c'est 18 ans. Et donc, ça veut dire que notre population est une population jeune. Et donc, la jeunesse occupe le premier plan dans le sens que nous aurons des prédicateurs jeunes, parmi les enfants, parmi les jeunes adultes, parmi les femmes, parmi les hommes. Nous voulons impliquer tout le monde afin que cette activité puisse avoir une très, très grande ampleur. Et surtout que ça va utiliser également les médias sociaux. Et nous connaissons que la jeunesse tient les médias sociaux entre les mains. Et donc, la jeunesse est vraiment une force de premier plan pour la réussite de cette activité. Nous disons Une Voix 2027, mission pour tous, pour dire que chaque membre de l'Église est appelé à être intégré pour l'accomplissement de cette mission ici. Chacun a au moins un téléphone à main. Ce téléphone peut devenir votre chair ou votre estrade à partir d'où vous contactez les gens et vous proclamez l'évangile éternel. Donc, La clôture a été marquée par les interventions de différents représentants sous-provinciaux. Au tour à tour, ces responsables ont présenté le rapport des activités réalisées mettant en lumière le projet enregistré dans le domaine de l'évangélisation ainsi que le perspective de développement de l'Église. Le Grand Bandundu, c'est une province trop large et c'est encore vierge. Nous avons vraiment besoin de gens, nous avons besoin des ouvriers pour envoyer dans le territoire non pénétré. Il y a beaucoup de territoires vierges qui n'ont pas, là où il n'y a même pas la présence des adventistes, comme Feshi, comme Kasongolunda, comme Tembo, comme Kaema. Il y a beaucoup de gens. Donc la stratégie est de former le pionnier et envoyer dans ces coins-là pour créer des groupes
à ce point-là. Donc, nous devons avoir des jeunes gens dynamiques qu'on peut former et vont nous envoyer comme des pionniers de la mission globale pour aller évangéliser. Je voudrais vous rappeler que l'Église adventiste, c'est un atelier où l'on vient apprendre comment aimer Dieu et comment aimer son prochain. Et comme vous me parlez, vous me demandez comment on a collaboré dans ce récit. Oui, nous sommes venus de partout, du Canada, du Canada, du Chicapa, et ainsi de suite. Nous avons trouvé les gens ici. Vous voyez comment nous vivons en un seul homme, avec un seul but, une seule mission, une seule espérance et une seule église. C'est-à-dire, nous faisons partie du plan d'église à dimension internationale. Tout va bien. Et tout se passe bien. C'était concentré d'abord à Kananga avant d'aller à Lengeni. En sur place à Kananga, nous avons 7 districts ecclésiastiques et nous avons 33 églises sur la ville de Kananga. Avec toutes les activités, les gens viennent de part et d'autre, des 4 coins de Kananga et les faubourgs. Et cela fait que la stratégie mise sur place avec des activités de la JA, les mamans et les campagnes d'évangélisation qui sont tenues dans des endroits publics, cela fait que nous puissions voir cette visibilité. Parce que chaque fois, nous sommes en train d'être toujours dans les activités. On ne fait pas une semaine sans une grande activité. Alors, à part ça, les pommes du temps aussi, parce que c'est la première partie de la RDC qui est le sacrifice. Confirme, l'Église est in. Donc, l'Église est unie parce que c'était seulement le passage d'un ancien, des Zamba, qui était venu en visite à Mwanda. Il a prié avec les membres de Pika Pende. Quand il a remarqué la condition du temple, il était ému. Il a donné les rapports à l'ancien et l'ancien a dépêché une équipe là-bas et l'équipe a évalué les coûts du travail. Ils ont fait une descente avec les moyens. Donc ça montre que l'Église est unie. Bientôt, la radio mondiale adventiste sera plantée au Congo-Brazzaville, l'a annoncé le pasteur Thomas Ongassa, coordonnateur du ministère de soutien Stand Up to Fish en Afrique centrale. Cette station radiophonique aura pour mission principale de renforcer l'évangélisation et de contribuer à l'épanouissement de la société à travers le programme varié axé sur les valeurs chrétiennes, l'éducation en santé et développement communautaire. Suivez. Congo-Brazzaville fait partie des pays francophones qui ne sont pas encore évangélisés. Et à votre information, toute la République du Congo n'a que 1000 membres. Et la plupart de ces membres-là sont nos frères qui sont venus du Rwanda. Et ce sont eux qui sont les missionnaires. Alors il fallait qu'on puisse avoir une radio mondiale adventiste qui est installée à Brazzaville. Et déjà, Radio Mondiale Afrique est en train de nous accompagner et les membres localement aussi ont mis la main dans la pâte. Et Trendem Fish est un canal qui facilite tout ça, qui coordonne ça. Et déjà, nous voulons que cette radio soit opérationnelle avant le mois d'août, où nous aurons une grande campagne d'évangélisation appelée Brazzaville pour Christ. Mais à ce niveau, déjà, on a réuni ce qu'il faut pour qu'on achète la licence d'exploitation. Et puis, déjà le 24 du mois de juin, nous allons procéder à l'installation. En fait, c'est Radio Mondiale Adventiste du 7e jour. Vous voyez déjà, c'est la radio de l'Église. Les objectifs de Radio Mondiale Adventiste en normal, c'est on voit la santé, on voit la prophétie biblique, on voit le social et l'éducation. Donc, ça a les mêmes objectifs au niveau mondial. Et la radio de Brazzaville ne va pas s'écarter de cela. En fait, la communauté va bénéficier de l'éducation déjà. Quand nous parlons de la santé, nous parlons de développement. C'est déjà la contribution que nous avons pour le développement de la communauté. Voilà. Mais en fait, ne vous en faites pas, déjà, Brazzaville s'appelle Congo.
C'est-à-dire que nous avons beaucoup de langues que nous partageons avec eux. Par exemple, le Lingala est parlé à Kinshasa, c'est parlé aussi à Brazzaville. Ce que nous appelons Kikongo chez nous, ils appellent ça Kituba ou les Lare. C'est presque la même langue. Il y a déjà des missions qui sont prévues dans ce langue-là pour aider les locaux à recevoir les messages d'espérance. Tout projet de radio commence par l'acquisition d'une licence. Déjà, comme je te parle cette semaine, c'est un acquis. Et après l'acquisition de la licence, vous passez à le stade de voir un studio qui sera construit. Et après le studio, il faut que ça soit équipé. Et le plan de Radio Mondiale, c'est que dès que comme nous avons déjà acquis la licence, la prochaine étape qui va se réaliser au mois de juin, je te parlais du 24 juin de cette année, déjà on arrive là-bas pour étudier la possibilité d'avoir un studio. Mais en attendant, Radio Mondiale a ce qu'on appelle le pre-broadcasting, la pré-diffusion avant le temps. Donc déjà on achète de l'espace dans une radio existante pour commencer déjà à faire passer dans nos émissions. Et c'est ça le plan de Radio Mondiale. En fait, nous sommes un peuple qui partage l'espérance et nous partageons ça par tous les moyens possibles et les voies possibles. La radio, c'est l'un des moyens qu'on appelle l'évangélisation sans frontières. Et nous voulons passer par ces moyens qu'on appelle l'évangélisation sans frontières pour atteindre toutes les personnes, toutes les couches de la société à Brazzaville. Et comme Brazzaville est plus proche de Kinshasa, certainement qu'il y aura des Kinois qui seront en train de recevoir aussi la Radio Mondiale Adventiste de Brazzaville. Merci. Dans le chapitre A, un autre, le président de la République, Félix Tshisekedi, a accordé une audience à une délégation de la République du Congo conduite par Jean-Jacques Bouya, ingénieur de formation et figure clé les grands projets d'infrastructure à Brazzaville. Les échanges ont porté sur le projet des ponts route-rail entre Kinshasa et Brazzaville après la signature d'un accord bilatéral fixant les cadres fiscaux et douaniers de cette infrastructure stratégique. Images et commentaires. Le projet du pont route-rail devant relier Kinshasa et Brazzaville franchit un cap décisif. En harmonisant les derniers détails techniques, la République du Congo et la République démocratique du Congo ouvrent la voie au lancement imminent de l'appel d'offres, rapprochant un peu plus les deux capitales reconnues comme le plus proche au monde. À l'issue de l'audience qui lui a été accordée par le chef de l'État, Jean-Jacques Bouya, vice-premier ministre des infrastructures du Congo-Brazzaville, a fait le point. Nous avons été reçus par son Excellence Monsieur le Président de la République pour faire la restitution d'un projet important, d'un projet emblématique, parce que la journée d'hier, accompagné du vice-premier ministre Jean-Pierre Mbemba, nous avons présidé la cérémonie de signature de l'harmonisation du système fiscalo-douanier qui va régir dorénavant la concession, le projet de concession la route du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa. Cette harmonisation est une étape technique cruciale qui permet le lancement prochain de l'appel d'offres. Elle donne la visibilité nécessaire aux entreprises pour préparer des modèles économiques et financiers viables pour la concession de l'ouvrage. Les capitales les plus rapprochées du monde, ce serait dommage qu'elles soient toujours obstruées par un fleuve qui devrait être le garant de notre vie. Et donc, je pense que faire un pont sur le fleuve Congo entre les capitales les plus rapprochées du monde a été toujours le rêve de tout le monde. Et les échanges économiques sont importants, donc il est tout à fait indispensable. Et puis en plus, c'est un projet d'intégration économique, projet de l'UPAD, projet de l'Union africaine. Il était important que ce projet soit mis en place et devienne une réalité. Ce pont entre les deux capitales les plus rapprochées au monde, au-delà de l'infrastructure, est une nécessité pour lier deux peuples partageant la même culture et faciliter des échanges économiques intenses. La première ministre Judith Suminwa a effectué une visite d'inspection sur les travaux de rocade sud-est et sud-ouest de Kinshasa afin d'évaluer l'état d'avancement du projet accompagné du directeur général de la CGT. La chef du gouvernement a insisté sur le respect de délais d'exécution et des normes de qualité pour infrastructures stratégiques destinées d'améliorer la mobilité urbaine dans la capitale. Commentaire dans cet élément.
Accueilli sur l'avenue Ndjoku par l'ingénieur Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, la première ministre Judith Suminwa reçoit les explications sur le projet des rocades qu'elle va visiter pour la toute première fois depuis le début des travaux en juin 2024. Il lui est rapporté notamment que le projet des rocades pour cette phase sud, c'est 73 km de route en cours de revêtement après d'importants travaux de terrassement, plusieurs ouvrages de franchissement dont 3 ponts allant de 180 à 90 mètres de portée et une importante opération d'expropriation de grande envergure avec près de 3000 propriétés impactées. L'hôte du jour, qu'accompagnaient quelques membres du gouvernement et le gouverneur de la ville, a par la suite parcouru tout le linéaire du projet, s'arrêtant à des lieux symboliques comme l'échangeur à 3 niveaux qui résoudra le conflit à naître entre le trafic de la route nationale numéro 1 et celui des rocades, ou encore au PK15 du projet où l'image finie de la route, protégée par un bon talutage en péré maçonné, a été réalisée. S'adressant à la presse, Judith Suminwa a salué les progrès réalisés, insistant sur la qualité et le délai à respecter. Les travaux étaient bien avancés. On a juste le problème d'expropriation au niveau du bout, dans cette zone-là, où il va falloir finaliser le processus d'expropriation et d'indemnisation des populations. Et nous avons continué jusqu'ici à Mitendi, où il va y avoir un périphérique qui va permettre en fait de passer en dessous de la Nationale 1 pour continuer jusqu'à Pompage et Ndélé. Et la RN1 va passer au-dessus. Donc il y aura vraiment ce périphérique-là. Et donc cette route-ci, on va continuer jusqu'à Pompage et Tendélé. Et il y a un autre projet qui va longer en fait le fleuve pour relier alors cette partie-là jusque vers l'aéroport. Donc ça, c'est la projection qui est faite. Mais on a bien vu que les travaux ont bien avancé et ici on s'est arrêté ici pour montrer ce que va être cette route une fois que tous les travaux seront achevés. Donc vous voyez les accotements avec ces murs de soutènement pour éviter justement les érosions et la route telle qu'elle va être marquée, une route de 2 voies de chaque côté, ce qui va permettre vraiment de fluidifier la circulation. Donc maintenant, le plus gros problème, c'est de régler l'expropriation et la délocalisation des populations qui vont bien entendu être indemnisées d'ici dans les prochains jours. Ça, c'est au tout début de Ndjoku. Et puis de ce côté-ci, un peu plus bas, on aura aussi plus ou moins 6 km à la sortie en fait de cette rocade, où aussi on doit régler les problèmes d'indemnisation. Et on s'est entendu avec la partie chinoise, qui est notre partenaire dans le cadre du programme Sikomine, pour que toutes les indemnisations puissent se faire d'ici 2027 au plus tard, permettre enfin que l'achèvement du projet se fasse comme convenu avec eux en septembre 2027. On l'espère bien. Donc on va faire le suivi à mon niveau en termes de coordination, mais aussi avec les différents ministères impliqués, infrastructures, avec les services comme la CGT et tous les bureaux de contrôle, etc., aménagement du territoire, affaires foncières, urbanisme et habitat, et bien entendu la ville de Kinshasa à travers le gouvernement. Au pont Goudiabaka, la première ministre a assisté à la pose de la dernière poutre par la firme Crekwit. Quelques minutes auparavant, elle franchissait à pied la rivière Mfouti, dont le pont de 120 mètres de portée a fini de recevoir les poutres et les compléments qui constituent son tablier. Fait remarquable sur le parcours, des habitations qui obstruaient le tracé continuent d'être démolies, signe que les indemnisations continuent à être payées aux personnes concernées. Quittons la primature pour la Chambre basse du Parlement. Face à la persistance de l'insécurité dans l'est de la RDC et à la montée de menaces terroristes sur le continent, l'Assemblée nationale a consacré sa plénière du lundi 11 mai dernier à l'examen de prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, ainsi qu'à la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, démarquée par la volonté des élus de renforcer le mécanisme sécuritaire et la coopération régionale. Suivez. Le travail parlementaire se poursuit avec rigueur et sens des responsabilités au sein de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, où les députés nationaux demeurent pleinement mobilisés autour des grandes questions touchant à la vie de la nation.
Réunis en séance plénière ce lundi 11 mai, sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Emeboji Sangara, les élus nationaux ont une fois de plus démontré la vitalité de l'institution parlementaire ainsi que son engagement à remplir efficacement ses missions constitutionnelles au service du peuple congolais. Au cours des travaux, les élus ont notamment voté les projets de loi portant prorogation de l'état de siège dans certaines provinces du pays, texte présenté par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Nguefa. Les débats ont permis aux parlementaires d'évaluer l'évolution de cette mesure exceptionnelle appliquée dans les zones touchées par l'insécurité. La plénière a également procédé à l'examen et l'adoption du projet de loi autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. À cette occasion, Emeboji Sangara a appelé le gouvernement à renforcer la communication institutionnelle autour de l'état de siège. Le président de l'Assemblée nationale a demandé qu'un rapport d'évaluation détaillé soit désormais présenté aux élus avant chaque nouvelle demande de prorogation afin de permettre au Parlement de se prononcer en toute responsabilité. Attirer l'attention du ministre que lorsque vous revenez pour solliciter la prorogation, il serait souhaitable qu'il y ait une forme de bilan, d'évaluation qui permettrait aux honorables députés de faire le bon choix, un choix informé. Je voudrais proposer ici que nous organisions un huis clos avant la prochaine demande de prorogation, où nous allons inviter le ministre de Défense, de l'Intérieur, de la question humanitaire, parce qu'il y a eu plusieurs préoccupations. Et bien sûr, vous-même, en tant que ministre de la Justice. Ce huis clos doit intervenir avant que vous ne reveniez ici. Et je voudrais inviter la Commission Défense et Sécurité de se rapprocher de notre bureau demain matin pour que nous puissions initier cette démarche. À travers ces travaux, l'Assemblée nationale entend poursuivre son rôle de contrôle de l'action gouvernementale et de suivi des politiques publiques liées à la défense, à la sécurité. Nos infirmiers, notre avenir, le pouvoir d'agir des infirmiers sauve deux vies. Tel est le thème de la journée mondiale des infirmiers célébrée chaque 12 mai à travers le monde. À cette occasion, Rosine Tsaka, infirmier traitant à la clinique adventiste du 7e jour de Kinshasa, revient sur la pertinence de cette journée tout en mettant en lumière le rôle essentiel que jouent les infirmiers dans les systèmes de santé et la sauvegarde de vie humaine. Suivez. Cette date rend hommage au travail essentiel des infirmiers et infirmières dans les soins de santé partout dans le monde. Elle a été choisie en mémoire de Florence Nightingale, née le 12 mai 1920, considérée comme la fondatrice des soins infirmiers modernes. Cette journée a été instaurée par les Conseils internationaux des infirmiers en 1965 et son objectif vise de valoriser le métier infirmier, de reconnaître leur dévouement, de sensibiliser aux difficultés du secteur de santé et d'encourager les gouvernements à mieux soutenir les personnels soignants. Les infirmiers jouent un rôle très capital. Elles soignent les malades, elles accompagnent les familles, elles participent à la prévention de maladies et sont souvent les premières personnes à aider les patients dans les hôpitaux et dans des centres de santé. En République démocratique du Congo, comme partout ailleurs, cette journée est aussi une occasion de remercier les infirmiers pour leur courage et leur engagement quotidien. En République démocratique du Congo, comme partout ailleurs, cette journée est très essentielle et très importante pour partout parce que on organise des cérémonies partout dans toutes les structures pour rendre hommage à notre enceinte qui est Florence Nightingale. Non seulement ça, c'est pour encourager aussi les infirmiers et infirmières pour leur travail quotidien. Pour cette année 2026, le thème de la Journée internationale des infirmiers est « Nos infirmiers, notre avenir ». Le pouvoir d'agir des infirmiers sauve de vie. Voilà le thème. Ce thème a été annoncé par le Conseil international des infirmiers et met l'accent sur l'autonomisation des infirmiers, leur capacité à sauver de vie lorsqu'ils disposent
des moyens nécessaires pour agir efficacement. C'est par cet élément de santé que nous mettons terme à cette édition du journal présenté par Juxi Kazembe, coordonné par Rufa Amonga et réalisé par Richard Kapoukou. Mesdames, Messieurs, merci et à la prochaine.